La Terre est une magnifique planète, avec des paysages à couper le souffle et des trésors cachés incroyables. Mais elle nous donne parfois du fil à retordre, par exemple avec ses catastrophes naturelles. Entre autres, les séismes peuvent être très dangereux pour les humains, surtout depuis la création des villes et des immenses infrastructures, si bien que ceux-ci n'ont eu d'autre choix que de s'adapter en conséquence et construire des infrastructures capables de résister aux séismes et assurer la sécurité des citoyens des villes. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un séisme? La lithosphère, qui est la couche externe de la croûte terrestre, est composée d'une douzaine de plaques mobiles. Ces plaques, appelées plaques tectoniques, s'embriquent les unes contre les autres et recouvrent toute la surface de la planète. Les plaques se déplacent constamment à cause du mouvement de convection effectué par les roches qui se réchauffent et refroidissent sous elles. Un séisme se crée lorsqu'il y a une compression ou expansion des plaques, soit lorsqu'elles s'éloignent ou se rapprochent trop les unes par rapport aux autres, créant une faille dans le sol. La plupart des séismes se produisent en zone de subduction, c'est-à-dire des zones où une plaque océanique glisse sous une plaque continentale. Ces plaques restent coincées et frottent les unes contre les autres, les soumettant à une pression phénoménale pouvant causer un tremblement de terre. À ce moment, la Terre cède et l'énergie est libérée dans le sol, créant une onde de choc et une faille dans le sol, visible ou pas pour l'humain. Les failles normales et inverses correspondent à une rupture sur le plan vertical, tandis qu'un décrochement correspond à une rupture horizontale. Les zones les plus à risque sont celles qui se trouvent à la jonction de deux plaques tectoniques. La côte ouest, nord et sud-américain en fait partie, tout comme les îles du Pacifique Ouest et le Moyen-Orient. De grandes villes telles que San Francisco, Tokyo, Istanbul, Los Angeles ou Manille ont dû s'adapter au risque de séisme plus que ils sont situés près de failles très actives comme la faille de San Andreas ou la faille de Nojima. Les séismes sont notés grâce à l'échelle de Richter. Celle-ci évalue la magnitude des tremblements de terre sur une échelle de 1 à 9, 9 étant la plus forte. Un tremblement de terre peut engendrer de nombreuses conséquences naturelles et matérielles. D'abord, les séismes peuvent entraîner d'autres conséquences naturelles comme des tsunamis, si le séisme se prend forme dans les océans, des glissements de terrain, des coulées de boue, la liquéfaction des sols ou encore, comme vu précédemment, des failles sismiques. Tout ceci amène de graves conséquences sur les infrastructures humaines, comme l'effondrement des bâtiments, la rupture des réseaux de gaz et d'eau, les incendies, des fissures dans les fondations, l'effondrement des bâtiments dans le cas de la liquéfaction. Un séisme n'est pas dangereux pour l'humain en soi. Ce sont les conséquences de celui-ci mentionné plus tôt qui le sont. Des milliers de personnes meurent ou se trouvent sans abri chaque année à cause de tremblements de terre, en plus des milliards de dollars en dégâts matériels. On appelle fréquence propre le phénomène d'oscillation qui a lieu lorsqu'on déplace un objet de sa position initiale et qu'il cherche à y retourner. La régularité des fréquences se calcule en Hertz. Lorsqu'il y a un bâtiment, plusieurs facteurs influencent sa fréquence propre, soit entre autres la hauteur, la masse et les types de matériaux du bâtiment. Lors d'un tremblement de terre, on peut clairement voir les bâtiments osciller à une fréquence régulière afin de retourner à sa position initiale de laquelle le tremblement de terre l'a dévié. C'est la fréquence des bâtiments. On remarque que les bâtiments hauts et lourds possèdent une fréquence propre plus lente que les infrastructures basses et légères. Aussi, plus un matériau est rigide, plus sa fréquence propre est rapide. Tout comme la fréquence des ondes sismiques, la fréquence propre des ondes sismiques se situe entre 0,5 et 10 Hz. Dans le cas d'un séisme, l'énergie transmise au bâtiment par les ondes sismiques est souvent trop grande par rapport à l'énergie dissipée, causant alors une résonance des bâtiments. Les bâtiments finissent par s'écrouler sous l'effet d'un trop plein d'énergie qui leur est transmis. En somme, comme la fréquence propre des secousses sismiques est semblable à la fréquence propre des bâtiments, le mouvement de celui-ci est amplifié lors d'un tremblement de terre. Alors que les immeubles tanguent dangereusement et accumulent toujours plus d'énergie, la plupart d'entre eux finissent par céder et s'écrouler, incapables d'encaisser le phénomène de résonance. Il est possible d'améliorer les infrastructures d'une ville en prévision des séismes de plusieurs façons différentes, tout dépendant du type d'infrastructure.
Voici quelques exemples de façons de solidifier les établissements. À San Francisco, la Tarasemia Pyramide est la plus haute tour de la ville et fut conçue pour résister aux secousses sismiques. D'abord, la forme de pyramide offre une base solide et un centre de gravité très bas, lui conférant un meilleur équilibre. La structure de la tour est en acier afin que les étages ne s'effondrent pas les uns sur les autres et une structure métallique vient consolider la base de l'édifice. Les étages sont en béton armé et les fondations en acier et en béton. Ces 30 000 tonnes d'acier et de béton enracinent fermement l'édifice dans le sol et limitent le phénomène de résonance. Tous ces ajustements amènent une stabilité incroyable au gratte-ciel. Toujours à San Francisco, le Golden Gate Bridge a aussi été fait en prévision des tremblements de terre. Les fondations s'enfoncent dans le sol marin à 20 mètres de profondeur. 150 000 tonnes de béton ancrent les taux d'acier dans le sol. Les câbles sont constitués de 230 000 mètres de fils d'acier. Ils sont faits de plusieurs fils de fer enroulés afin de leur permettre de se contorsionner lors d'un séisme. Les matériaux sont plus malléables et ont été choisis pour bouger avec l'ondulation, faisant en sorte qu'il n'y aura pas assez de tension pour faire rompre les matériaux. C'est entre autres le béton précontraint qui donne cette propriété élastique au pont. Pour ce qui est des maisons dans la baie de San Francisco, où la deuxième couche du sol est humide, on enfonce des pilions en acier très profondément dans le sol, jusqu'au sous-sol rocheux 100 mètres plus bas. Si on ne le faisait pas, l'argile humide, la deuxième couche, se liquéfierait lors d'un séisme à cause de l'onde de choc et les bâtiments s'enfonceraient comme dans du sable mouvant, puis s'effondreraient. Les piliers sont enfoncés par petits groupes avec des plaques de béton posées par-dessus, elles-mêmes rassemblées par de solides travées métalliques. Sur l'ensemble est installée une dalle de béton armée, puis les maisons sont construites sur les fondations. Le bâtiment ne peut plus s'enfoncer, même si le sol devient liquide. Dorénavant, vous avez un aperçu de l'ingénierie des constructeurs qui conçoit les plans afin que nos infrastructures survivent lors d'un tremblement de terre. Mais une question se pose toujours. Alors que nous mettons autant d'énergie à améliorer les infrastructures des villes développées, comment les villes les plus pauvres, comme Port-au-Prince, aussi victimes de beaucoup de catastrophes naturelles, sont supposées s'en sortir après un tremblement de terre?